Nous attaquons cet après-midi consacré à, je dirais, trois temps forts. Vous avez beaucoup travaillé ce matin et vous étiez près de 300 dans les 4 ateliers, donc merci beaucoup. Et d'après ce que j'ai entendu, vous avez travaillé dur. Bon, j'avais aucun doute là-dessus parce que je sais que la communauté Neuch Pro est particulièrement productive et que vous avez toujours plein d'idées et c'est assez formidable et je vous en remercie. Donc, pendant une petite heure, on va avoir la restitution des ateliers par nos rapporteurs et animateurs d'ateliers. Je vais inviter donc le premier binôme qui a animé l'atelier numéro 1, celui dédié à la santé mentale. Donc, si le binôme numéro 1 veut bien me rejoindre, sous vos applaudissements. Alors, applaudissements renouvelés parce que je vais vous laisser vous présenter toutes les deux. Mais la particularité de la règle du jeu qu'on avait fixée, c'était de confier cette mission à des agents du département qui ne travaillent pas spécifiquement sur les politiques de jeunesse. Voilà. Et donc d'être des candides qui vous ont écouté, qui ont essayé de comprendre et de rendre justice à vos propositions de la manière la plus objective possible, sans a priori, sans biais professionnel. Hein. Et donc voilà, je vais vous laisser vous présenter et sachez que voilà, on est très reconnaissant de ce que vous avez fait parce que c'est un exercice qui n'est pas facile. Normalement, ils sont allumés, essayez. Oui, Voilà, ça marche. Ça marche. Donc moi, je m'appelle Sophie Potet, je travaille donc au département, comme on vient de vous le dire, département de l'Allier depuis 15 ans, où je suis en fait chargée de la mission culture, donc tout ce qui est spectacle vivant, donc rien à voir avec vos thématiques. Je m'occupe d'accompagner les artistes via des dispositifs financiers, mais aussi d'ingénierie. Je travaille sur des conventions territoriales d'éducation artistique et culturelle, donc tout ce qui est CTEAC, EAC, et aussi tout ce qui est le schéma départemental des enseignements artistiques avec un réseau d'écoles de musique, plus particulièrement dans l'Allier. Et moi, donc Sylvie Vignancourt, je travaille au département au sein du service Europe et j'ai l'animation en charge l'animation du réseau Europe Direct. J'ai un stand de l'autre côté. Le réseau Europe Direct en France, c'est 49 centres d'information qui sont labellisés pour la période 2021-2025 par la Commission européenne et qui sont là en fait pour apporter de l'information aux citoyens sur l'Union européenne. Donc notre public cible, c'est à partir de 12 ans et on est là un petit peu pour expliquer ce que fait l'Europe au quotidien et comment elle fonctionne. Merci à toutes les deux. Donc autant dire que la santé mentale des jeunes n'est pas le cœur de votre travail quotidien. Non, mais on a des enfants. Mais voilà, on a aussi tous cette casquette-là. Donc qu'est-ce qui s'est passé ce matin et qu'est-ce qu'il faut retenir de ces 2 heures d'atelier que vous avez animées? Alors, en petit préliminaire, développer des dispositifs de soutien à la santé mentale des jeunes, on s'est aperçu en fait que la thématique de la santé mentale, elle est très très vaste, d'où notre surprise d'un groupe assez important. Mais voilà, comme ça, malgré tout, chacun a pu s'exprimer et parler d'expériences, de témoignages. On a voulu commencer par la définition, en fait, et on a interrogé les participants, savoir ce que c'était pour eux la santé mentale. Donc, ce qui est ressorti, c'est tout d'abord la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Donc la santé mentale, ça correspond à un état de bien-être mental qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre, de bien travailler et de contribuer à la vie de la communauté. Elle fait partie aussi intégrante de la santé et du bien-être et c'est un droit fondamental de tout être humain. C'est aussi un aspect essentiel du développement personnel, communautaire et socio-économique. Et chose importante, la santé mentale ne se définit pas seulement par l'absence de troubles mentaux.
Il s'agit en fait d'une réalité bien plus complexe qui varie d'une personne à une autre, avec différents degrés de difficulté et de souffrance et des manifestations sociales et cliniques qui peuvent être très très différentes. Ensuite, on a essayé de regrouper les idées avant de passer aux solutions, de parler un petit peu du constat que vous avez pu évoquer sur cette santé mentale. Alors, on s'est vraiment aperçu que cette problématique, en fait, elle était vraiment récurrente et elle s'est amplifiée avec le Covid. Bien sûr qu'elle existait avant le Covid, mais cette période a mis en exergue, a mis cette santé mentale encore plus en exergue. Le constat qui a été fait par plusieurs d'entre vous, c'est que les addictions sont en hausse, de toutes sortes et de plus en plus fortes et plus compliquées, avec l'apparition de nouvelles choses, bien plus que le tabac et l'alcool et la drogue. Il y a aussi une augmentation du nombre de consultations chez les jeunes et puis un taux de suicide en hausse. On n'a pas de chiffres exacts, mais en tout cas, certaines personnes ont fait référence à des études, à des émissions télé où ils ont pu entendre tout ça. Les professionnels existent, mais force est de constater qu'ils sont de moins en moins nombreux, que ce soit au niveau de la médecine scolaire, des infirmiers, des psychologues, des psychiatres. Et du coup, les collectivités sont une des portes d'entrée de la jeunesse et elles doivent faire face finalement à ce problème. Et du coup, elles essaient de s'armer et de se doter d'outils pour répondre à cette problématique. Alors, la santé mentale, c'est aussi une question dont on doit se saisir dès le plus jeune âge. C'est quelque chose qui a été souligné. En fait, là, aujourd'hui, vous êtes là pour parler des jeunes. Mais en fait, on a aussi beaucoup parlé de la petite enfance, voire même jusqu'à l'adulte et plus. Et ça doit être fait en partenariat avec les institutions, comme notamment l'éducation nationale, et aussi donc tout au long de la vie, en assurant un suivi pérenne des actions menées. Il a beaucoup été question de continuité, de suivi, d'accompagnement, de ne pas faire des choses en one shot. Voilà, sur l'instant, mais de bien veiller à ce que ça continue et ce que ce soit pérenne et qu'on puisse vérifier si ça a été fait. Et ensuite, là, on va vous présenter un petit peu tous les dispositifs de soutien que vous avez pu nous évoquer en essayant d'essayer de faire des regroupements. Donc effectivement, certaines institutions ont mis en place des dispositifs, par exemple la CAF, comme les pages, les points d'accueil et d'écoute des jeunes. Il existe aussi des maisons des adolescents, mais ce que vous avez pointé du doigt aussi, c'est que parfois, souvent même par manque de moyens humains ou financiers, ces structures ne sont pas forcément présentes sur tous les territoires et parfois elles sont beaucoup trop éloignées des jeunes qui sont dans le besoin et qui ne peuvent pas se déplacer. Et du coup, ces structures, elles ne peuvent pas, parce qu'elles sont insuffisantes, elles ne peuvent pas aussi répondre à l'ensemble des demandes. Après, il existe les contrats locaux de santé qui permettent d'aborder ce sujet en mode partenarial pour mettre en œuvre des actions au plus près des populations. Mais certaines structures aussi s'appuient sur des dispositifs de formation. On a beaucoup parlé de formation, et notamment du PSSM. Alors, une formation sur les premiers secours en santé mentale, qui peuvent bien entendu s'adresser aux professionnels de la jeunesse, mais aussi au grand public. Et ce qui a été souligné, c'est qu'il faudrait aussi penser aux parents. Voilà. On a parlé aussi de formation sur les VSS, les violences sexistes et sexuelles, et des formations sur les compétences psychosociales, qui sont notamment dispensées par l'IREPS. Et puis, il y a eu un témoignage d'une mallette pédagogique de la Ligue de l'enseignement pour aider à cette formation. Donc ces formations, elles permettent aussi aux structures de mieux accueillir les jeunes dans un climat de confiance, de bienveillance et un climat qu'on va dire safe. Parce que ça a été vraiment quelque chose qui est revenu.
dans vos témoignages l'idée que de bien accueillir le jeune, ça permet de mieux l'orienter, de l'accompagner et que les jeunes puissent s'exprimer. Si le jeune n'est pas en confiance dès le premier accueil, eh bien on sait qu'il va avoir du mal à s'exprimer et du coup, voilà, il ne va pas être en confiance et ne va pas pouvoir expliquer ce qui ne va pas. Alors, ce qu'on a entendu et qui marche bien, et qu'il est possible de faire, c'est que l'écoute, elle peut aussi s'effectuer entre pairs. Dans certaines collectivités ou certaines villes, il existe des ambassadeurs jeunes, des soirées jeunes dédiées, des moments de discussion, et puis aussi des formations de collégiens sur les questions. D'autres collectivités, donc toujours pour pallier l'absence de médecins scolaires, de psychologues, de psychiatres, mettent en place des créneaux dédiés aux jeunes avec des psychologues qu'ils embauchent. Il y a aussi des initiatives de psychologues de rue qui sont amenés à intervenir directement auprès des jeunes. Et d'autres développent encore la médiation nocturne, notamment en direction des regroupements de jeunes liés aux addictions. Unicité aussi nous a dit que et mettait en place des missions de service civique ayant pour mission de traiter le sujet. Voilà, tout ça, c'est des dispositifs qui existent. Il a été dit aussi que certaines communes choisissent de flécher des crédits de leur budget jeunesse à des fins de première consultation pour des soins, parce que ces soins, en fait, coûtent cher, et surtout notamment en libéral. Une des solutions avancées a aussi été la solution des promeneurs du net qui sont sur les territoires, qui sensibilisent, accompagnent et informent les jeunes sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux, d'Internet, et finalement qui permet de répondre à la problématique du cyberharcèlement, des fake news et de la mauvaise utilisation de ces réseaux sociaux qui est source de mal-être chez les jeunes. Voilà, les jeunes vivent dans un climat anxiogène pour diverses raisons. On a entendu aussi les violences intrafamiliales, la peur de l'échec, le décrochage scolaire. On a entendu aussi que Parcoursup était une source de stress pour les jeunes et les parents. On a entendu parler d'identité genre, de pression sociétale, de réussite. Et tout ça, c'est fait pour les rassurer et les aider. Et dans ce cadre-là, une des initiatives consiste à réaliser des podcasts par les jeunes, donc sous forme d'interviews d'adultes de tout profil. Donc l'idée, c'est d'aller rencontrer des personnes sur le territoire, des sportifs, des personnes structurantes, afin de les interviewer sur leur parcours de vie et finalement montrer à ces jeunes que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, que chacun peut réussir, même si c'est pas linéaire, et que parfois on peut tous avoir un accident de la vie et néanmoins arriver à nos fins. Alors, il y a une initiative qui a retenu notre attention, et je pense celle des autres aussi. Il y a des collectivités ou des structures qui imaginent des séjours bien-être. Alors, auparavant, on parlait de colos, de centres aérés. Et bien là, on parle de séjours bien-être à destination des jeunes qui peuvent intégrer à la fois du sport, des activités de relaxation ou des activités culturelles, mais essentiellement quand même des temps d'échange sur des thématiques que les jeunes auront choisies eux-mêmes. Enfin, dans les collèges, il y a des interventions de professionnels. Par exemple, ici, dans l'Allier, une sage-femme et une assistante sociale du département qui interviennent auprès des jeunes sur les violences sexistes. Il y a aussi des initiatives pour que des groupes d'échange de parents soient constitués afin d'échanger sur des problématiques qu'ils ont en commun. Parcoursup, c'est revenu, la réussite, le décrochage, l'aide aux devoirs. Et enfin, des temps de formation spécifiques sont menés aussi sur une tranche d'âge. Par exemple, une collectivité nous a fait part d'une formation à destination des élèves de 5e, de toute la cohorte de 5e, sur ce sujet-là. Voilà, on en a terminé. Merci, bravo. C'est super, vous avez fait des exposés à l'école ensemble, toutes les deux? Parce que votre duo fonctionne très bien, bravo. Faudra recommencer.
Donc voilà ce qu'on pouvait retirer. Et merci encore d'avoir animé et supervisé cette session. Vous voyez, le propos est extrêmement structuré. On est parti de la définition de l'OMS pour arriver aux différents dispositifs. Tout ça va nourrir la rédaction d'un manifeste de Neuch Pro 2024 qui sera adressé à notre nouveau ministre, de manière à ce qu'il ait peut-être une vision un peu organisée de ce qui se fait déjà, puisque parfois on a tendance à réinventer la roue. Je ne jette pas la pierre. Deuxième atelier, accompagner l'égalité d'accès aux droits de tous les jeunes. Qui était sur ce dossier? Voilà. Un binôme d'une personne, donc. La marché haute. Oui, mais vous êtes grande. Si vous voulez bien vous présenter et nous restituer la substantifique moelle, comme on dit, un résumé en 10 minutes, 2 heures de travaux, c'est allumé. Normalement, tout est en place. Voilà, c'est à vous, mais dites-nous d'abord voilà, ce que vous faites dans la vie. Alors, je travaille au conseil départemental en tant que responsable d'un service RH. Donc, rien à voir avec le sujet en question. Même s'il y a une préoccupation dans le domaine des ressources humaines sur cette fameuse génération Z, mais ça, c'est un autre sujet. Tout à fait. Donc, l'idée de cet atelier, on a donc réfléchi sur comment accompagner l'égalité d'accès aux droits de tous les jeunes. Donc, dans un premier temps, il y a une première chose qui s'est posée, c'est la définition de la jeunesse. Qu'est-ce qu'on entend par la jeunesse? Est-ce qu'on se base sur la tranche d'âge? Il existe aussi différents statuts de jeunes, des collégiens, des lycéens, des étudiants. Quid des jeunes sortis du système scolaire? Des jeunes, la différence entre mineurs et majeurs aussi qui peut influer sur les politiques. La différence aussi de situation entre le milieu urbain et le milieu rural qui ont parfois des problématiques qui se rejoignent, parfois pas. Donc ça, c'était le premier questionnement de la définition de la jeunesse. Ensuite, s'est posée la question de la définition des droits. De quels droits est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est le droit au logement, les droits sociaux, éducation, vacances, droit à la parole, droit à l'écoute, droit à un accompagnement? 3 petits points, puisqu'on est allé vraiment de façon très, très large. Cette question de l'accès aux droits pose aussi la question du rapport des jeunes à l'information et au numérique. Donc j'ai entendu à plusieurs reprises que le numérique, c'est pas ce qui va tout résoudre, que la relation humaine reste primordiale dans l'accompagnement de ces jeunes. Et que c'est pas justement parce qu'on a un public jeune que l'accès au numérique est plus facile, parce que les usages sont pas forcément identiques. Et que l'accès au réseau, comment chercher sur le numérique, la question de l'illettrisme et de l'électronisme, c'est aussi un sujet pour la jeunesse. On s'est ensuite aussi interrogé sur quelle corrélation pour ces jeunes avec la situation des parents. Est-ce que voilà, il y a une incidence? Est-ce qu'il faut dissocier? Est-ce qu'il faut par exemple dissocier les critères liés aux parents pour l'attribution d'un certain nombre d'aides, par exemple? On s'est interrogé aussi sur la question de la mobilité. De la mobilité et de l'accès au transport, la question de la communication avec ces jeunes, quel discours on utilise dans ses supports, dans sa forme. On a parlé, j'ai évoqué tout à l'heure le numérique, mais aussi dans la façon de parler, puisque parfois, d'un point de vue administratif, on a un langage qui ne correspond pas du tout au public jeunesse. Donc comment on traduit, entre guillemets, tout ça? D'où la question aussi de s'adresser directement aux jeunes pour savoir de quoi est-ce qu'ils ont besoin, plutôt que de calquer des dispositifs que nous on amènerait partir de leurs besoins à eux. Comment les jeunes effectivement peuvent s'approprier ces dispositifs, et la question de l'individuel et du collectif à la fois. J'ai entendu beaucoup de professionnels aussi qui ont remonté le fait que dans ce domaine, des dispositifs étaient fluctuants, qu'ils doivent se tenir au courant et informer, et que c'est très mouvant.
s'est posé la question de la formation professionnelle pour les animateurs, pour ces personnes qui travaillent en lien avec la jeunesse sur ces dispositifs justement qui évoluent très rapidement. J'ai entendu beaucoup de choses sur le aller vers les jeunes pour les accompagner. Et en même temps, la mise en évidence qu'il n'existe pas forcément de formation pour nos professionnels sur qu'est-ce que c'est que, comment pratico-pratique on fait pour aller vers techniquement pour un animateur, par exemple. L'idée centrale qui est sortie aussi des réflexions, c'était d'associer vraiment les jeunes dans la réflexion, la réalisation des projets qui sont pour eux, la question vraiment de l'écoute des jeunes et comment on peut travailler aussi sur leur autonomie. C'est poser la question et de tous ces jeunes non visibles. De ceux qu'on n'arrive pas à capter, ou j'ai entendu aussi, on m'a parlé d'un public volatile, de comment on va vers eux, comment on les identifie, par exemple. On a posé la question de la coordination des acteurs et de la transversalité. Coordination des acteurs jeunesse d'un côté, mais aussi les liens avec toutes les institutions, éducation nationale, France Travail, CAF, enfin tous les acteurs institutionnels divers. Question de cette transversalité avec l'aide sociale à l'enfance également. Et on a par exemple avancé le fait que parmi les sans-abri étaient surreprésentés les jeunes sortis de l'aide sociale à l'enfance. Donc comment on essaye de combler ces trous dans la raquette en faisant les liens entre les différents partenaires. L'idée également était d'ouvrir certains services pour un meilleur travail collectif et j'ai entendu en tout cas des professionnels qui regrettaient cette absence ou ce manque de transversalité, manque de transmission des informations et la volonté d'individualiser les parcours pour trouver les acteurs les plus opportuns. C'est posé également la question de la place des parents. J'ai évoqué tout à l'heure quand on a parlé de la dissociation entre la référence au statut des parents dans certains dispositifs, mais là, quelle place aussi exercent les parents dans l'accès aux droits. Et vraiment une volonté qui est apparue, une volonté de simplifier les aides et les dispositifs, de supprimer parfois les aides qui ont des effets d'annonce, mais qui complexifient des dispositifs en mettant X critères qui seront finalement difficilement... qu'on pourra difficilement, on cochera difficilement toutes les cases pour obtenir les choses. C'est poser la question de que font nos voisins européens sur cette question. Est-ce qu'ils ont les mêmes problématiques est-ce qu'ils ont des solutions? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on pourrait s'inspirer? Ça fait beaucoup de questions. Hein. Donc, on va passer ensuite à des solutions ou des expérimentations à chercher des solutions. Donc, on m'a parlé de dispositifs qui se sont mis en place dans bon nombre de collectivités, mais sur la gratuité des transports, par exemple, pour les jeunes. Sur l'existence de différentes plateformes numériques, alors j'ai entendu parler de Boussole des jeunes, de la plateforme Un jeune, une solution, de Tatou 18, une plateforme ou de Réseau Plus dans le Cher, des plateformes qui permettent de centraliser l'information. On a noté aussi l'exemple de Sac à dos pour le droit aux vacances, qui travaille tous les aspects de mobilité ou d'autonomie des jeunes. J'ai entendu parler de tiers-lieux éducatifs qui
permettent justement de capter ces jeunes. La volonté de modules de formation à la vie quotidienne pour les jeunes. J'ai entendu parler aussi de réalisation d'un guide d'accès à la survie aux droits des jeunes, à la fois papier, numérique. Une autre, dans les autres actions intéressantes, tout ce qui relevait des pères aidants, des ambassadeurs, qui de mieux pour parler aux jeunes que les jeunes eux-mêmes. Donc s'appuyer aussi là-dessus. Pourquoi pas également la création d'une allocation minimale jeunesse indépendante de la situation financière du foyer. Donc on revient au rôle des parents. J'ai entendu parler des promeneurs du net, par exemple, d'organisation de rallyes dans les établissements scolaires, la volonté d'entrer dans les établissements scolaires pour capter justement ces jeunes. Rallye avec les secondes des lycées de secteur, avec des ateliers des différents acteurs. La boussole des jeunes, la réalisation d'un jeu de piste pour rencontrer les différentes structures qui peuvent les aider. Rentrer dans le tribunal, rentrer dans l'hôtel de ville, rentrer dans l'hôtel du département, voir un petit peu quelles sont les différentes institutions et qui peuvent apporter une aide à ces jeunes. J'ai entendu parler aussi à Brest des petits déj actu, un sujet par trimestre sur les lieux où se réunissent les acteurs du territoire. Par exemple, des camions-trucks qui se déplacent sur les territoires. Alors là, on était plus sur le secteur rural, avec la question du maillage territorial, mais aussi la difficulté pour les professionnels qui sont parfois usés par aller par Mont et par Vaux aux quatre coins de leur département ou de leur Comcom. On a évoqué aussi la maison des ados, lieu où les professionnels peuvent se retrouver et échanger sur leur dispositif. À Grenoble, il me semble, on m'a parlé de la chaufferie pour de l'accompagnement individuel et collectif. L'idée aussi de créer des cités éducatives pour faire ensemble ce qu'on n'arrive pas à faire tout seul. Plus on arrivera à toucher de jeunes, en fait, et plus on touchera aussi les familles par conséquence. Voilà. Merci et bravo. Merci pour ce travail de synthèse qui n'est pas évident. On voit qu'il y a beaucoup de choses. Boussole, jeu de piste. On a quand même du mal à s'orienter. On a l'impression qu'un droit égale un dispositif égale une structure. Il y a peut-être un choc de simplification, comme dirait l'autre, qui n'a pas eu lieu dans ce domaine non plus. Voilà, je pense qu'il y a énormément de choses à reprendre et à consolider de ce qui vient de nous être témoigné. Troisième atelier, c'est donner plus de place aux jeunes dans les instances de décision. On a dans la salle deux anciens du conseil départemental des jeunes, Rémi et Lilian, qui savent à peu près de quoi on parle. On avait aussi hier Jonathan Bocquet, président de l'ANASEJ. Un vrai sujet constant. Alors, on va voir avec le rapporteur, la rapporteuse et l'animateur de l'atelier numéro 3, eh bien, où on en est, quelles sont vos propositions. Je les attends. Oui, sous vos applaudissements. Je vous laisse vous présenter, nous dire ce que vous faites dans la vie et ensuite nous partager ce qui s'est passé dans la salle numéro 3. Bonjour, je suis Blandine Attard et je travaille pour le conseil départemental au niveau de la direction enfance-famille et je suis en charge de l'observatoire départemental de protection de l'enfance. Bonjour, David Baragouin, je suis responsable de l'observatoire social au conseil départemental de l'Allier et on a souvent l'habitude de travailler ensemble avec Blandine sur des projets ou des missions comme une étude d'action sur les familles monoparentales ou la mise en œuvre de l'observatoire départemental. Débute. Oui, vas-y. Donc c'était un atelier qui a été très riche puisqu'on a accueilli une 60aine de structures. On a essayé de mettre en forme un peu toutes ces informations qu'il y a eu, notamment en développant une partie constat, une partie sur les propositions.
Dans les constats, c'est qu'il y a quand même une diversité d'expérimentations qui est assez énorme, avec beaucoup de choses qui sont tentées, et aussi un certain nombre de freins qu'on retrouve de manière récurrente. Il y avait plusieurs questions qui étaient sur le pouvoir, en gros, de ces instances consultatives. De ces instances, d'ailleurs, c'est un lapsus révélateur, puisque ces instances de décision, elles ont souvent un rôle qui est consultatif. Les différents participants ont dit qu'il était important de sans doute s'interroger, notamment pour les élus, sur ce que à la fois l'élu attend de cette participation des jeunes et qu'on puisse croiser aussi avec ce que les jeunes attendent en fait de leur participation. Ça posait aussi la question en fait du bénévolat, comment il allait se positionner, puisque dans les freins qui ont été régulièrement mis en œuvre, tu me diras Blandine si j'en oublie, il y avait la question des financements, la question de la mobilité. L'engagement est quelque chose qui est un petit peu différent qu'on verra au travers des propositions tout à l'heure. Il y avait aussi une petite diversité qui était apparue avec le monde associatif qui offre une plus grande liberté peut-être d'évolution dès maintenant dans la façon de donner plus de place aux jeunes. On voyait un peu du coup le monde associatif qui était un tremplin vers l'engagement futur de ces jeunes citoyens en devenir. Dans les freins aussi, ce qui ressortait, c'était le besoin d'être plus attractif et de donner envie. Également, la nécessité de diversifier les profils. La nécessité, pourquoi pas, d'envisager une mixité, c'est-à-dire de jeunes, mais aussi de plus âgés. Et pour permettre aux jeunes aussi de faire un pas de côté et les plus âgés aussi. Souvent, chacun regarde un petit peu ce qui le concerne et porte des projets en fonction de ses aspirations. C'est comment les uns et les autres peuvent faire un pas de côté pour se retrouver ensemble et porter des projets communs et co-construire. Merci. Donc du coup, on aborde une petite partie sur les différentes propositions qui ont été faites. Là aussi, ça a été très riche. On en a sélectionné certaines thématiques où on trouve un gros classement entre des outils qui permettront de faire évoluer l'organisation et le plus gros du chantier, c'est des évolutions qui sont plutôt sociétales. Dans les outils qui apparaissent régulièrement et qui sont récurrents, c'est la formation. Former à la fois les adultes qui vont intervenir auprès des jeunes pour que justement ils ne happent pas la place des jeunes, et former aussi les jeunes à acquérir des outils, leur permettre d'être équipés dans la mise en place et la construction de prise de décision. On était abordé régulièrement aussi la nécessité de faire évoluer aussi le profil sociologique, le profil de recrutement des jeunes qui participent aux instances pour que ça soit plus représentatif en fait de la diversité de la société. Dans les outils qui ont été proposés aussi, c'est que pour montrer l'engagement des élus, qu'un élu assiste lui-même aux instances sans délégation de sa participation. Et puis, dans les outils, il y a aussi adapter le mode d'organisation de nos instances au mode de vie des jeunes, tout simplement. Soit en allant vers eux, soit en trouvant une participation qui n'est pas sur le long terme et qui peut être plus court, c'est-à-dire la participation des jeunes sur un projet et un seul, que nos projets, quand on les met en œuvre et qu'ils aboutissent rapidement, en fait, qu'on trouve une plus grande souplesse entre les entrées et les sorties de ces jeunes. Dans les outils qui reviennent aussi souvent, c'est qu'il faut, au démarrage, un budget et aussi peut-être penser à des nouveaux profils de professionnels aptes à accompagner ces jeunes qui soient formés, c'est-à-dire qui les aident à exprimer leurs besoins sans qu'eux-mêmes prennent la place des jeunes. Cette habitude participative, les collègues ont proposé aussi de la mettre en œuvre dès le plus jeune âge, notamment au travers des structures d'accueil, voire de la développer à l'école. Tu veux... Oui, du coup, je compléterai sur le fait d'impliquer les jeunes et la question de la temporalité, de leur disponibilité. C'est aussi déployer des démarches d'aller vers. Peut-être pouvoir se rendre disponible sur le samedi, sur le dimanche, pour pouvoir aller chercher ces jeunes à ces moments-là et pouvoir les associer à des démarches où ils peuvent s'engager. Ce qui ressortait aussi, c'est que souvent les jeunes sont en capacité de s'engager autour d'un projet, effectivement cette question de la temporalité, et que quand ils accèdent à un emploi, souvent, voilà, on les perd.
Donc comment on peut faire pour essayer de faire en sorte qu'ils puissent continuer leur engagement, et d'où l'idée de cette souplesse dont parlait David tout à l'heure. Dans les évolutions qui seront des évolutions plutôt sociétales, celle qui a été abordée et qui est partagée, c'est aussi, on parle d'instances des jeunes, mais est-ce qu'il ne faut pas créer des instances qui soient plutôt intergénérationnelles? Le but, c'était d'éviter les conflits ou des stéréotypes, que ce soit des jeunes ou que ce soit sur les aînés, et ça serait de les habituer à trouver un compromis, en fait, dans la tolérance entre tous. Et enfin, il était demandé aussi dans l'évolution, c'est que le politique donne l'exemple de l'engagement, et ça facilitera sans doute pour un meilleur engagement des jeunes. Voilà. Oui, c'est complètement ça, avec l'idée de faire évoluer les profils de jeunes, pas forcément le fils du maire, ou voilà. Et puis qu'il y ait des jeunes qui émanent en fait de la diversité, qui puissent être d'autres origines culturelles, avec d'autres parcours. C'était aussi vraiment un moment important qui a été sur lequel on a débattu, et sur la nécessité de permettre à chaque jeune d'être écouté et entendu. Merci, merci et bravo. Alors effectivement, point commun de cet atelier, restez une minute avec nous. Point commun de cet atelier avec les autres, c'est on se posait la question, développer des dispositifs de santé mentale, c'est parce qu'il n'y en a pas assez ou ils sont mal connus. Accompagner l'égalité, ben c'est parce qu'il n'y a pas assez d'égalité, il y a des inégalités. Et vous, donnez plus de place parce que le constat de départ, c'est qu'ils n'en ont pas assez. Et dans ce que vous avez entendu lors de cet atelier, est-ce que c'est un constat partagé? Est-ce que les professionnels de jeunesse nous disent nous, on essaye de faire en sorte qu'ils aient de la place, mais on n'y arrive pas? Et quels sont les freins qu'ils ont identifiés? Les freins qui ont été remarqués, il y a des freins qui sont purement matériels. Donc c'est un frein financier, c'est-à-dire lancer un engagement si le projet il peut pas aboutir parce qu'il n'y a pas de financement du projet, c'est pas possible. Certaines collectivités d'ailleurs proposent dès le début le budget sur lequel les jeunes peuvent s'engager, comme ça ils ont une plus grande clarté. D'accord. Et ensuite, l'évolution qu'il y a le plus, c'est soit l'évolution à la législative, ce qui fait que quand une instance de jeunes prend une décision, en fait, elle est opposable. Là, elle est consultative, hein, c'est ce qui fait l'évolution. Soit ensuite, c'est des habitudes de société de travailler en fait sur des projets qui sont co-construits, qui sont co-pensés et qui, au lieu de privilégier un secteur que pour les jeunes, ou là c'était pour les personnes dites aînées, en fait c'est un projet qui convienne à tout le monde. Voilà. Blandine, je ne sais pas. Oui, sur les freins, c'était effectivement l'aspect financier, la question de la mobilité, si on a un milieu rural ou un milieu urbain, comment on se rend, la question du bénévolat, c'est-à-dire que les jeunes participent bénévolement, et s'ils sont un peu éloignés, comment ils font pour se déplacer, comment on peut les accompagner et comment on peut les aider à s'engager si eux n'ont pas les moyens de venir, juste leurs idées. Voilà, c'était aussi quelque chose qui a été dit à plusieurs reprises. Oui, ce qui est aussi assez étonnant, c'est qu'en fait, les jeunes ont les mêmes préoccupations. L'environnement est celui qui revient le plus souvent. Oui. La citoyenneté est quand même régulièrement mise en avant. Donc, c'est quand même qu'il y a un engagement ou une volonté de participer dans la vie de la cité. Et il y a aussi la question régulière de la mobilité. Mobilité par rapport aux zones rurales, zones urbaines ou quartiers favorisés, quartiers défavorisés. Merci, merci encore, on vous applaudit. Merci beaucoup. 4e atelier, faire de la jeunesse la grande cause nationale de la France d'ici 2030. On en rêve. Alors, est-ce qu'on s'est donné les moyens de réaliser ce rêve? Je ne sais pas. Vous allez nous dire. On va secouer le cocotier et voir ce qui tombe. Mais juste avant ça, je vais vous inviter à vous présenter respectivement et à nous dire quel est votre métier au sein du département. Donc bonjour, moi je m'appelle Sandra Marcusi-Bourdet et je suis responsable du pôle numérique et multimédia au sein de la bibliothèque départementale du conseil départemental. Donc voilà. Bonjour, donc moi c'est Florian Briand, je travaille aussi à la médiathèque départementale et moi ça va vous faire plaisir, ça va vous réveiller un petit peu. Moi je suis en charge de la musique et des jeux de société. Donc ça parle pas forcément tout dans le sujet, mais c'est assez gai. C'est très bien. Et d'ailleurs il y avait ici à l'Opéra récemment un grand congrès des jeux. Je crois. Absolument, c'est ça. Pardon, ça n'a rien à voir. Donc, on avait comme sujet faire de la jeunesse la grande cause nationale de la France d'ici 2030.
Donc on a eu des groupes très intéressants et voilà, avec lesquels on a beaucoup discuté. Et ce qui en ressort tout de suite, c'est le oui vers cette grande cause, mais avant. Avant, il y a des choses à faire, a priori, d'après ce qu'on a pu comprendre. Donc on est parti sur 3 points, c'est-à-dire d'abord un constat, le avant, ensuite les enjeux par rapport à 2030, et ensuite les idées, les propositions qui pouvaient être proposées. Alors au niveau du constat, vous allez voir, on n'est pas dans une ambiance très positive, mais ça va aller vers le mieux de toute façon. Donc des difficultés à se projeter sur 2030, avec des difficultés du quotidien liées au personnel, aux politiques et autres. Un manque de réactivité qui a souvent été exprimé des institutions par rapport au sujet. Quand un groupe de jeunes souhaitait mettre quelque chose en place, le problème, c'est le temps que nous, on le mette en place, enfin, que vous le mettiez en place. Voilà, on est trop en retard, ça ne va pas. Réussir à échanger régulièrement avec les plus de 11 ans. Alors en fait, il a été effectivement évoqué que les enfants de moins de 11 ans, on arrive à les capter par le biais de l'école notamment, ou des centres de loisirs, ou voilà, comme ça a été dit plusieurs fois, les garderies et autres. Après 11 ans, c'est plus compliqué d'aller les chercher, c'est plus compliqué de voir avec eux. Difficulté aussi dès aujourd'hui donc de sensibiliser ces jeunes. Comment on va les sensibiliser? Est-ce que effectivement on va faire des réunions? Est-ce qu'on va faire comment on peut faire? La question a été déjà aussi, le constat a été aussi évoqué tout à l'heure. En fait, on fait des propositions d'adultes pour les jeunes, mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt recenser les idées des jeunes par les jeunes et que les jeunes s'expriment par eux-mêmes? Voilà, on n'a peut-être pas toujours une bonne adéquation de ce côté-là. Ne pas exclure certains jeunes, c'est-à-dire que sur certaines actions, la gratuité, ceux qui n'ont pas accès aux structures, jeunesse plus 11 ans, les milieux urbains, ruraux, l'activité, on la propose le week-end, on la propose le soir, quand est-ce qu'on va réussir à les capter? Ensuite, la question de la jeunesse. En fait, on parle d'une jeunesse ou on parle de plusieurs jeunesses? La jeunesse captive, la jeunesse intermédiaire, marginalisée. Et alors, ce qui est revenu très fréquemment, c'est ce lien entre le scolaire, périscolaire. Comment on fait? Comment on fait pour qu'il y ait un lien entre vos actions et les actions de l'éducation nationale? Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, certains nous ont dit aussi, alors ça, je pense que c'est une petite... il passe des petits messages, qu'effectivement, souvent, dans les services jeunesse, vous travaillez avec du matériel obsolète et des lieux qui sont inadaptés. Donc, peut-être aussi revoir ce genre de lieux. Et enfin, les aides et subventions que tout le monde s'acharne à avoir, que tout le monde grappille à droite et à gauche, qui sont récupérés, qui sont toujours souvent mis dans les pots communs et qui ne sont pas alloués au service qui a fait la demande et donc voilà, qui génèrent des frustrations et puis voilà, qui peut entraîner aussi un manque de motivation à un moment donné. Donc ce constat en fait a emmené un petit peu des questions qu'on a souhaité énumérer, donc on en a sorti une dizaine. Donc c'était d'abord l'idée de comment pérenniser les effectifs jusqu'à 2030, garder les agents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ressenti par rapport aux collègues qu'il y avait un manque d'attractivité au niveau des métiers de l'animation et comment réussir en 2030 avoir le personnel nécessaire, avoir assez de personnel pour pouvoir mener des actions et bien les mener. Il y avait aussi la question de comment intégrer le jeune comme jeune décideur, chef de projet, on l'a vu avant dans le constat, donc par ou pour eux. Comment créer plus de liens entre les acteurs, les dispositifs et surtout les instances financières. Comment faire connaître les acteurs du territoire, où, quand et comment. Comment être un professionnel facilitateur en cohérence avec les besoins du territoire ou les besoins des jeunes. Comment avoir une politique pérenne concernant la jeunesse,
et aussi comment faire un travail de communication, de valorisation des actions envers la jeunesse et surtout envers les élus pour que finalement nos actions soient porteurs après derrière. Et la dernière idée qui a été soulignée au niveau du questionnement, c'était comment travailler sur le maillage du territoire pour toucher la jeunesse. Voilà, c'était un peu cette idée de rural, urbain, grosse com-com, petite com-com. Voilà, c'était ces questions-là. Alors, au niveau des propositions ou des stratégies qui ont été abordées, donc on a eu l'expérience de Toulouse, je crois, qui nous a parlé, et d'autres, qui nous ont parlé des référents jeunesse, des référents qui seraient un peu dans tous les services et qui, en fait, vu que la jeunesse, ça touche tous les services, en fait, que quelqu'un puisse toujours faire remonter les informations pour la jeunesse. De réduire aussi les inégalités sur les territoires et éviter le saupoudrage d'actions, mais faire un travail sur l'année et en profondeur. Alors ça, c'est vraiment un axe qui a été beaucoup développé. A priori, vous avez tous le même problème, c'est-à-dire de pouvoir pérenniser des actions dans le temps. Ça a l'air d'être compliqué de garder les mêmes équipes et de garder les mêmes projets. Donc avoir plus de stabilité aussi politique, parce que voilà, à chaque fois qu'on change de système, vous avez du mal à suivre les projets qui étaient en cours. Créer un dispositif pour les plus de 11 ans, comme on a pour les publics, pour la petite enfance qui est très développée, où il y a des aides financières, où il y a plusieurs choses, avoir la même chose pour un créneau plus vieux, on va dire, à partir de 11 ans. Plus de passerelles avec les lycées, donc avec l'éducation nationale, les lycées, les collèges, et pas juste travailler avec les enfants des quartiers. Je vous regarde, vous avez l'air d'acquiescer, c'est bon. Travailler sur les métiers de l'animation, très beau travail, mais qui a priori souffre déjà d'une rémunération qui peut ne pas donner envie de s'engager, des horaires et puis un manque de reconnaissance de ce très beau métier. Notamment, on parlait qu'il n'y a pas de catégorie A dans l'animation, dans la territoriale, d'après ce que j'ai pu comprendre. Avoir du personnel stable, donc ça revient toujours, pour assurer un climat de confiance et dans le service, on s'appuie sur ses collègues, mais aussi et surtout avec les jeunes, parce que les jeunes, ils ont besoin d'être en confiance pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir s'exprimer. Sensibiliser dès les classes de primaire, on a entendu ça aussi dans un autre groupe, de le faire assez tôt pour notamment développer la prise de la parole. Faire des comités, c'est bien. Des conseils de jeunes, c'est bien. Par contre, on sait que beaucoup de jeunes et d'adultes, d'ailleurs, ont du mal à prendre la parole en public et en fait ne s'expriment pas. Donc, on s'adresse qu'à une seule partie des jeunes et pas à la grande partie des autres jeunes qui aimeraient peut-être quand même s'exprimer. Donc pour 2030, le souhait serait d'associer l'ensemble des partenaires, l'éducation nationale, les collectivités, les associations, les instances financières, style la CAF. Développer, donc, comme je vous ai dit, les aides financières pour la jeunesse et pas seulement pour la petite enfance. Gratifier aussi les jeunes pour leur engagement. Peut-être mettre un parcours citoyen. Il y avait des personnes qui en parlaient, qui disaient qu'effectivement, ils avaient réussi à avoir pas mal de jeunes d'un peu tous les milieux, voilà. Mais qui avaient aussi eu un engagement de leur part de dire, nous, quand on donne nos idées ou quand on travaille, on est gratifié, on a un salaire. Vous, on vous demande de venir, on vous demande de nous donner des idées, et puis, rentrez chez vous. Bon, peut-être une gratification aussi de ces jeunes. Par quel biais ça à vous de voir, mais ça peut être un moyen. Et également, d'utiliser aussi tout ce qu'on a à notre portée, notamment le numérique, pour recenser leurs besoins. On sait qu'ils sont très, très férus de ce média, donc pourquoi pas, notamment pour ceux qui n'osent pas parler.
En conclusion, on voulait, voilà, il y avait la projection de 2030, mais on avait eu une personne qui nous avait fait part qu'à Bourges, la capitale, ça allait être la capitale européenne de la culture en 2028. Donc avant 2030, il y a 2028, et en gros, on vous pousse à aller à Bourges en 2028. Alors, si dans la salle, il y a David de Bourges, oui, il est là-bas. Mais si vous voulez bien venir, pour en parler un peu mieux. Donc, juste pour conclure, en fait, bah voilà, faire de la jeunesse la grande cause nationale de France d'ici 2030. On n'a pas eu des projets incroyables qui sortaient de nulle part, mais qui pouvaient faire rêver. On a plutôt un constat, des choses à régler et une base à mettre en place pour 2030 pour partir sur de nouvelles choses. Voilà. Et que si on veut en faire une cause nationale, il faudra que ce soit une cause commune avec les jeunes. Voilà. On vous applaudit, on vous remercie beaucoup. Juste avant la Minute Bourg. La Minute Berrurière. Donc, une petite Minute Berrurière. Donc, Bourges, capitale européenne de la culture en 2028, donc candidate française. Donc, c'est Bourges qui a la candidature qui reçoit effectivement cette distinction en 2028. Il n'y aura pas d'autres villes françaises avant 14 ans après, en fait. Donc, ça veut dire qu'il y a une grosse dynamique sur cette question culturelle et il y a une dynamique jeunesse qui est forte sur Bourges, effectivement, dans le dossier. Donc, si vous avez des dossiers, comme on a pu voir hier, sur l'échange entre les artistes mongols et les artistes français. Si vous avez des projets comme ça éventuellement à faire valoir sur 2028 sur le territoire de Bourges, n'hésitez pas à me contacter. Si je ne peux pas être le pilote, je vous remettrai en relation avec les personnes qui pourront valider ou non les projets. Et après, ça vous permettra éventuellement de proposer et avoir un rayonnement à l'échelle européenne. Voilà, la jeunesse et la culture sur Bourges 2028. Merci, merci et bravo. Merci à tous les trois. Merci à tous les deux pour cette belle restitution.